Nouveau en live avec cette petite coupure, donc toutes nos excuses les plus sincères par rapport à cette coupure lors de cette interview live avec Rémi Fillon, toutes nos excuses en tout cas par rapport à cette coupure. Nous allons retrouver Rémi Fillon, le speaker officiel du Tour Nouvelle-Aquitaine d'ici quelques secondes. En tout cas, toutes nos sincères excuses par rapport à cette coupure. Donc n'hésitez pas à revenir sur l'interview. Il y a eu peut-être une mini coupure, c'est les aléas du direct. Donc en tout cas, nous allons retrouver Rémi Fillon d'ici quelques secondes. Et voilà, nos sincères excuses de, de ce live. N'hésitez pas à revenir poser vos questions à Rémi. Donc Rémi, comme je le disais, de nouveau de retour, une petite coupure, vraiment toutes nos excuses par rapport à ton interview. Ah bah c'est pas grave, hein, ça arrive, hein, donc on va reprendre là où on en était. Je sais qu'il y en a qui nous rejoignent. Je vois qu'il y en a qui étaient là tout à l'heure et qui reviennent. Donc tant mieux, j'ai pas fait fuir les gens déjà. Non, non, non. Non, ce 34e tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc la formule classique, 5 étapes sur 4 jours. On démarre le jeudi avec une première étape cette année entre Montmoreau-Saint-Cybord. Je vais éviter d'écorcher les noms des villes parce que du coup j'ai commencé tout juste à apprendre le tracé. Donc voilà, c'est ça, c'est Montmoreau-Saint-Cybord en Charente qui va accueillir le grand départ et ses opérations. Donc le jeudi 27 août pour une étape qui va prendre la direction de Royan. L'arrivée va se faire comme c'était le cas il y a quelques années sur le bord de l'estuaire de la Gironde. Donc on est sur une étape. J'ai regardé le profil, c'est plutôt plat, donc franchement cette première étape est favorable aux sprinters. Mais attention, c'est pas parce que les organisateurs proposent un parcours que sprint massif il va y avoir. Ça reste quand même les coureurs qui font la course, et heureusement. Donc si le vent vient s'en mêler ou si la météo peut être un peu capricieuse, ce que je souhaite pas, parce que c'est quand même cette année on est sur une saison particulière, ça fera partie des courses de reprise puisque les coureurs auront à peine 3 semaines, un mois de compétition dans les jambes. Donc si la météo pouvait pas trop s'en mêler, du vent ça serait bien, histoire de pimenter un peu le truc, mais si on peut éviter d'avoir la pluie qui est pas toujours très très agréable. Donc, sauf voilà, si vraiment il y a pas de souci particulier sur cette première étape, je m'attends à un sprint massif du côté de Royan. Donc on verra un peu après le plateau possible qui pourrait être présent. Certains ont confirmé leur participation ou non. D'autres, pour l'instant, on est dans la grande attente. Hein. C'est quand même les équipes qui décident des courses sur lesquelles ils engagent leurs coureurs. Donc voilà. Donc cette première étape, je m'attends plutôt à un sprint massif. Ce qui risque de ne pas être le cas, par contre, de la deuxième étape, qui partira de Royan et qui va arriver à Échiré dans la banlieue de Niort. Parce que quand on regarde le profil, il y a un circuit final autour d'Échiré qui a effectué à 2 reprises. Et il y a une belle patate, ce qu'on appelle une patate, c'est une bonne bosse, hein, très proche de l'arrivée. Alors je connais pas le pourcentage et je connais pas trop le coin. Mais vu le profil, ça a l'air d'être assez escarpé dans le final. Là, ça peut favoriser par contre des punchers, c'est-à-dire pas les sprinters purs, mais plutôt des coureurs qui aiment bien passer ces petites bosses et qui vont tenter justement de sortir du peloton dans les derniers kilomètres pour surprendre un petit peu les sprinters et désorganiser la poursuite. Ce qui fait qu'on pourrait avoir un changement de classement général dès le deuxième jour. La troisième étape qui aura lieu donc le samedi matin, le samedi 29 août, autour du parc du Futuroscope avec un départ de Chasseneuil-du-Poitou et une arrivée à Jaunet-Marigny. Celle-ci est plutôt plate. Elle est très courte. Elle fait une centaine de kilomètres tout simplement parce que l'après-midi, il y a le contre-la-montre individuel. Donc, l'étape du matin, entre 9h et 11h30, c'est 2h30 de course. Donc voilà, c'est 115 kilomètres au programme, si je me trompe pas, pour cette troisième étape. Et du coup, on est sur un profil d'étape qui est très roulant, très exposé au vent, par contre, du côté de Neuville-de-Poitou, du côté d'Aventon et tout ça, qui seront dans le final de cette étape. Donc, s'il y a du vent, ça peut jouer un rôle. Si au contraire, il n'y a pas de vent, je m'attends, comme la première étape, à un sprint massif. Donc, tout dépendra évidemment du résultat de la deuxième étape par rapport au classement général. Là où le tour forcément va basculer, ce qui est un peu le cas chaque année, c'est le À Poitiers? contre-la-montre individuel. Le contre-la-montre individuel de l'après-midi entre Chasseneuil-du-Poitou et Jaunet-Marigny. Pareil, mais là Oui. sur 24 km 500. Tout plat, très exposé au vent. Donc là, c'est vraiment réservé aux rouleurs, aux purs spécialistes du contre-la-montre. Il y a pas photo. Donc il va falloir être sacrément costaud pour gagner cet après-midi-là. J'espère que les équipes vont nous aligner de solides rouleurs.
à l'image, pourquoi pas, d'un Luke Durbridge qui était champion d'Australie du contre-la-montre, vice-champion du monde du contre-la-montre et qui s'était imposé en 2012, ou d'un Exactement. Gustav Erik Larsson, vice-champion olympique du contre-la-montre en 2008 à Pékin et qui avait remporté l'édition 2009. Il avait dominé le contre-la-montre de Mont-sur-Gaine cette année-là. Donc voilà, on est sur un parcours véritablement roulant. Est-ce que ça pourrait favoriser Arnaud Démare, qui avait fait la surprise il y a 2 ans de remporter les 5 étapes et le classement général? Pourquoi pas? Mais Arnaud avait fait véritablement cette année-là carton plein, mais ça avait été une surprise de le voir dominer le contre-la-montre. Il avait pu le dominer parce que le parcours était un petit peu escarpé, il y avait quand même quelques difficultés, c'était pas favorable à un pur sprinter de sa trempe. Et du coup, c'est comme ça qu'Arnaud avait remporté le contre-la-montre. C'est lui qui l'avait dit, hein. Il avait vraiment bénéficié d'un parcours qui le favorisait. Là, je vois pas vraiment un parcours pour les purs sprinters, bien que les sprinters ne perdraient pas forcément de temps par rapport aux rouleurs purs. Mais je vois vraiment un spécialiste du contre-la-montre dominer cette discipline ce samedi après-midi, d'autant plus que cette année, calendrier oblige, avec la situation sanitaire que nous avons vécue, Du Covid, le effectivement. contre-la-montre va compter comme 3e manche de la Coupe de France professionnelle FDJ. Et du coup, les équipes, alors toutes les équipes marquent des points, hein. Toutes les équipes, qu'elles soient françaises ou étrangères, marquent des points pour la Coupe de France. Ça n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, il n'y avait que les coureurs français et les coureurs étrangers d'équipes françaises. Donc là maintenant, non, tous les coureurs marquent des points. Donc il y aura 50 points au vainqueur de ce contre-la-montre. La Coupe de France, pour l'instant, est dominée par Benoît Cosnefroy, ancien champion du monde espoir, mais je ne pense pas que Benoît Cosnefroy sera engagé sur le Tour Poitou-Charentes. Soit il découvre le Tour de France, qui partira ce week-end-là, soit au contraire, il va préparer le Tour d'Italie, qui partira un mois plus tard. Et dans ce cas-là, il va chercher plutôt des courses qui vont lui amener la difficulté qui va correspondre à une bonne préparation pour le Giro. Donc, Benoît Cosnefroy pas là, ça va nous permettre justement d'avoir peut-être du changement au niveau du classement de la Coupe de France. Donc, il y a certaines équipes qui, je pense, vont amener de solides rouleurs. Difficile à dire, mais dans le peloton international, il y a de quoi faire. Et puis, il restera donc cette dernière étape qui partira de Tenzé dans les Deux-Sèvres le dimanche. On partira sur les coups de midi, je crois, et l'arrivée traditionnelle rue de Nimègue à Poitiers après 3 tours d'un circuit autour de Poitiers et de Buxerolles avec un final qui a été changé. Fini la Côte de la Barre que l'on a connue il y a quelques années, mon cher Mallory. La difficulté est plus proche de l'arrivée maintenant. Elle est à 1 km 500 de l'arrivée et puis ensuite, c'est une légère bascule qui ramène les coureurs sur la rue de Nimègue. Mais normalement, on l'a vu l'année dernière, ça s'est fini au sprint avec la victoire d'Andrea Pasqualone, le coureur italien de la Wanty Cycling. Oui. Je pense que cette année, les sprinteurs auront encore leur mot à Poitiers, donc dans la lignée d'Arnaud Démare, de Marc Sarrault et d'Andrea Pasqualone, vainqueurs ces 3 dernières années. Je pense qu'un sprinter aura le dernier mot, rue de Nimègue à Poitiers cette année encore. Donc tu viens de parler correctement de toutes les étapes. Donc merci Rémi d'être précis par rapport aux étapes. Comment le speaker, Rémi, prépare lui le tour? Comment on prépare la compétition en tant que speaker? Alors après, chaque speaker a sa recette. Je pense que je dois être à bonne école. C'est-à-dire que l'école Daniel Manjas, c'est on prend les courses les unes après les autres. Là, la saison professionnelle n'ayant pas démarré, la priorité pour préparer une course, d'autant plus une course par étape, moi, je l'avoue, c'est ma première course par étape professionnelle sur laquelle je vais être au micro. J'ai l'habitude des courses d'un jour. Là, en course à étape, du coup, la seule chose que je peux faire pour le moment, c'est étudier le parcours, essayer de m'en inspirer. Alors, je connais plutôt bien les routes de la Vienne, donc ça, c'est un avantage par rapport à Daniel Manjas, le Normand, qui lui vient chaque année, mais la géographie, il a plus du mal à la retenir. Mais par contre, non, Daniel connaît quand même très bien le tracé, il connaît l'historique du Tour Poitou-Charentes. Moi, on me demande le nom du vainqueur 90, je te dirai un nom au hasard et je suis même pas sûr que ça soit le bon. Mais voilà, après, non, je connais très bien le Tour Poitou-Charentes depuis 2002. C'est la première année où je suis venu voir l'épreuve. Et depuis 2002, je connais à peu près les vainqueurs finaux. Donc, c'est déjà pas mal. Les vainqueurs d'étape et puis les petites anecdotes. Après, ça se travaille en fonction des souvenirs souvent qu'on a vécu. Quand on vit une course, on s'en souvient beaucoup plus facilement que quand on l'a pas vécu. Là, comment je vais préparer ce 34e Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine? Ça va être très simple. Comme il y a une manche de la Coupe de France FDJ qui va avoir lieu qui va avoir lieu avant ce contre-la-montre du Tour Poitou-Charentes, je vais déjà regarder avec attention la route d'Occitanie qui va s'élancer début août.
puisque le samedi 1er août, ça sera la première étape de cette course professionnelle qui a lieu donc dans le sud de la région Nouvelle-Aquitaine, enfin de la région Occitanie, pardon, la région voisine. Et cette fois-ci, la première étape va compter pour la Coupe de France FDJ, donc je vais suivre avec attention l'épreuve pour avoir évidemment une première vague d'impression sur le niveau de forme des coureurs, voir les équipes qui vont se montrer. Peut-être que certains coureurs qui étaient sur la route d'Occitanie seront 3 semaines plus tard au Tour Poitou-Charentes. Voilà pourquoi il faut suivre avec attention chaque course professionnelle. Ensuite, voilà, je vais regarder toutes les épreuves. Je vais regarder avec attention, bien sûr, les épreuves françaises qui vont avoir lieu avant, qui vont s'enchaîner. Donc, le Tour de l'Ain, le Tour du Limousin en Nouvelle-Aquitaine, et puis on arrivera très rapidement au Championnat de France, puisque les Championnats de France auront lieu une semaine avant le Tour Poitou-Charentes, du 21 au 23 août. Les Championnats de France vont avoir lieu à Grand-Champ dans le Morbihan. Forcément, on va suivre cette épreuve-là avec attention et croiser les doigts pour que peut-être que l'un des champions de France, que ce soit contre-la-montre ou course en ligne, soit engagé au Tour Poitou-Charentes. Peut-être le champion de France du chrono, puisque le Tour Poitou-Charentes propose un chrono. Donc, si le champion de France fait pas le Tour de France, il peut être au TPC, ce qui serait intéressant. Donc voilà. Alors, pour expliquer pour les gens, TPC, c'est le diminutif de Tour Poitou-Charentes. Oui, c'est comme ça qu'on surnomme l'épreuve depuis sa création. Beaucoup la connaissent sous ce nom-là. Ah, on salue les amis de Bordeaux Basket Academy, donc les amis basketteurs de Bordeaux. Voilà. Dans les clubs de basket, je connais plus Villeurbanne ou Pau-Orthez dans les anciens, mais ou Limoges aussi, c'est SP Limoges. Mais bon, on salue les amis de Bordeaux. Basket, c'est pas trop mon domaine, mais après chacun son sport. Au contraire, tous les sports sont nobles et intéressants à regarder. Mais pour en revenir au Tour Poitou-Charentes, voilà. Après, comment on prépare une épreuve? On regarde les résultats évidemment des coureurs. Sachant que on a les engagés, comme je te le disais, on a la liste définitive des partants une journée seulement avant l'épreuve. Donc, on a la liste des partants. Les engagés, on arrive à les avoir 4-5 jours avant. De toute façon, la communication presse de l'épreuve nous les fait savoir au fur et à mesure. Et puis, il y a le site internet www.tourpoitoucharentes.com. J'en profite pour le diffuser tranquillement. Comme ça, les gens peuvent retrouver toutes les informations. Donc, c'est un très, très beau plateau d'équipes. Pour l'instant, on a la confirmation des équipes qui sont engagées sur l'épreuve avec 8 équipes World Tour. C'est le meilleur niveau professionnel. C'est le niveau international. Donc, 8 équipes World Tour. Les équipes françaises, bien sûr, Cofidis, AG2R La Mondiale et Groupama FDJ sont engagés. On retrouvera des équipes étrangères comme l'équipe, si je me trompe pas, j'ai vu l'équipe Bahreïn-McLaren qui était la dernière équipe à avoir annoncé sa participation à l'épreuve. Aura-t-on Vincenzo Nibali au départ? Je ne pense pas, mais l'équipe Bahreïn-McLaren, faut se méfier. Ça reste une grande équipe internationale. Ah, pourquoi pas, mais ça serait compliqué quand même. Nibali étant un grimpeur sur les routes du Tour Poitou-Charentes, ou alors ça serait vraiment une course de reprise pour préparer un événement plus tard. Ça pourrait être une bonne surprise, mais je pense que on est sur un calendrier qui est assez chargé cette année, qui est tellement exceptionnel. Connaissant Alain Clouet et son équipe, peu importe les coureurs qui viennent, je pense qu'ils sont déjà ravis du plateau qu'ils vont avoir au niveau des équipes. Donc voilà. Et puis après, en tant que speaker, on suit évidemment tous les coureurs. On fait pas de distinction, sinon ça sert à rien de faire ce métier. Comme je le dis, on défend vraiment tous les coureurs. Le but c'est de vivre notre passion et de pouvoir l'assouvir. Donc du coup, on va regarder un peu les résultats de tout le monde. Mais après, on a toujours j'avais espéré, alors c'est peut-être un scoop que je vais annoncer aujourd'hui, mais j'en ai eu confirmation par son oncle qui m'a envoyé son programme que Valentin Ferron, qui vient de signer son contrat professionnel, qui signe son contrat professionnel au 1er août au sein de l'équipe Total Direct Energy, l'ancien sociétaire de l'UV Poitiers, eh bien Valentin Ferron ne sera pas sur les routes du Tour Poitou-Charentes. Malheureusement, c'est pas dans son programme. Il enchaînera début septembre après le championnat de France. Micro-coupure d'une semaine et puis il enchaîne avec le Tour du Doubs début septembre en Coupe de France FDJ. Donc Valentin Ferron ne sera pas là. Ça ne veut pas dire que d'autres régionaux comme Marlon Gaillard, l'ancien sociétaire de Loudun, pourrait bien être au départ avec l'équipe Total Direct Energy. Il pourrait trouver terrain à sa convenance. Marlon, les routes de la Vienne, il les connaît bien. Donc pourquoi pas. Après, on pourrait espérer, moi qui suis tourangeau, Jonathan Hiver ou Cyril Lemoine au départ. Mais bon, après, Cyril Lemoine peut-être, pour l'équipe Cofidis, on ne sait jamais. Jonathan Hiver pour Total Direct Energy, pourquoi pas. Un Sylvain Chavanel? Sylvain Chavanel n'est plus professionnel, mon cher Mallory. Il sera plutôt là en tant que spectateur.
Mais Sylvain, c'est sûr que lui qui, pour l'instant, et je vois pas qui pourrait le battre encore parce qu'il va falloir que certains aillent chercher plusieurs succès. Sylvain Chavanel qui pour l'instant reste le recordman de victoire du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine avec 4 succès. Il l'a gagné à 4 reprises, dont alors la dernière fois c'est en 2016 que Sylvain a remporté l'épreuve. Il l'avait remporté auparavant en 2005, en 2006 et il l'avait remporté en, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois Il bien y a que aussi un autre Français qui l'a c'était remporté. 2014. Il y a aussi un autre Français qui l'a remporté. Ah bah, plusieurs Français l'ont remporté. Thomas Voeckler l'a remporté à 2 reprises, en 2007 Exactement. et en 2013. Arnaud Démare l'a remporté plus récemment, c'était en 2018. Et puis l'an passé, Oui. on a un vainqueur français tenant du titre, c'est Christophe Laporte, le sprinter de la Cofidis, qui, pour l'instant, on ne sait pas s'il sera là pour défendre son titre ou pas. J'aimerais bien, mais alors après. C'est ce que moi j'hésitais pas à dire. L'avantage du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine par rapport au Tour de France qui partira ce même week-end. Le Tour de France c'est 3 semaines et on est sur un Tour de France qui va être très dur. Très dur par le parcours. La montagne arrive très tôt. Le deuxième jour à Nice, il y a déjà 4000 mètres de dénivelé. Les sprinters, ça va, comme on dit, ça va les pendre. Hein. Ça va les pendre et il pourrait, si l'étape est rapide du côté de Nice, y avoir malheureusement des sprinters qui se retrouvent hors délai et éliminés dès le deuxième jour de course. Alors, est-ce que les équipes vont prendre ce risque-là? Au niveau des équipes françaises, je pense qu'ils mettront sur le tour des coureurs qui sont capables de passer plutôt des petites bosses, de passer justement ces difficultés et des coureurs qui ont une pointe de vitesse. Mais les sprinters purs vont trouver leur terrain vraiment de prédilection sur les routes du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Et si on arrive à avoir au départ, ne serait-ce que nos meilleurs sprinters français, comme Arnaud Démare, lui a confirmé sa participation, donc je lui souhaite qu'il n'y arrive rien d'ici là et que l'épreuve ait vraiment lieu. C'est à souhaiter, bien sûr, selon la situation sanitaire, mais on croise toujours les doigts. Si l'épreuve a lieu et qu'on a Arnaud Démare au départ, Arnaud Démare, si on a une confrontation entre Démare, admettons Laporte s'il revient, Brian Cocard, le sprinter de Vital Concept BNB Hotel, on va avoir de sacrées empoignades sur les lignes d'arrivée et on peut avoir des sprints massifs de toute beauté. N'oublions pas que chez Cofidis, ils ont également le champion d'Europe, Elia Viviani, le coureur italien. Alors si Viviani vient sur l'épreuve, ça serait un gros coup. Mais je n'oublie pas que les années précédentes sur le Tour Poitou-Charentes, de très grands sprinters sont venus poser leur roue sur le bitume picto-charentais, puisque Mark Cavendish a fait honneur de sa présence sur l'épreuve. Je me souviens aussi de Matteo Trentin, ancien champion d'Europe, pareil. Et puis, voilà, les Brian Cocard, Arnaud Démare, Christophe Laporte. Les grands sprinters, généralement, ne ratent pas le rendez-vous du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Donc, si c'est encore le cas cette année, on va vivre franchement de très, très belles journées de vélo sur les routes picto-charentaises. Tu parles des, on va dire, entre guillemets, des grands champions, mais est-ce que toi, t'as pas peur qu'ils aillent plutôt au Tour de France en même temps? C'est vrai que le Tour de France, il y a toujours l'enjeu économique, l'enjeu du sponsor. Tout dépend le jeu mené par les équipes cette année, parce que comme je le disais tout à l'heure, le parcours du Tour de France va être très très compliqué cette année. La montagne arrive dès le deuxième jour. Le Tour fait étape à Orsières-Merlette le 5e jour de course. Donc Orsières-Merlette, c'est une montée mythique pour les plus anciens qui ont connu. Moi, j'ai pas connu cette année-là, 1971, mais le gros coup de Luis Ocaña qui renverse la Bastille-Merckx ce jour-là. Donc la montagne arrivant très tôt, emmener un sprinter pour qu'au final il ait 2 opportunités véritablement de disputer un sprint sur la première semaine, ça fait court. Pour moi, ça fait court. Certes, il peut y avoir sprint massif, mais comme les coureurs vont être émoussés, si l'échappée va au bout, le sprinter perd une opportunité de gagner l'étape. Sur le Tour Poitou-Charentes, je vais pas dire que le niveau est moindre. Attention, il y a quand même 8 équipes pour le Tour. Il y a des équipes continentales et puis des équipes continentales pro. Donc les 3 niveaux du cyclisme international sont représentés. Il y aura quand même 22 équipes, si je dis pas de bêtises. J'hésite entre 22 et 23, avec Bahreïn qui s'est rajouté. Donc il y a quand même un magnifique plateau. Les coureurs, les équipes ont le droit d'être au nombre de 8, si elles sont complètes. Et à la différence des années précédentes, on ne va pas considérer que le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine a lieu en fin de saison. Là, la saison va repartir au 1er août. Donc là, après un mois de compétition, les coureurs sont en pleine possession de leurs moyens. Les équipes font leur choix.
Mais comme la plupart des équipes, c'est le cas dans les équipes françaises et dans les équipes étrangères aussi, elles ont toujours plusieurs cartes pour les sprints. Je ne serais pas étonné que, alors si la grosse carte va sur le tour, on aura quand même soit le poisson pilote, soit le deuxième sprinter de l'équipe. Deuxième sprinter de l'équipe chez UAE Team ou chez Bahreïn McLaren, c'est pas ridicule. J'ai envie de dire, c'est pas ridicule, et je pense que ça va aller droit au cœur des organisateurs qui pour moi peuvent avoir un excellent plateau coûte que coûte fin août. Donc j'attends vraiment de voir la liste définitive des partants. Mais ouais, Thomas Crépin qui me confirme 22 équipes, je crois, c'est ce que j'ai cru voir aussi. J'ai un doute entre 22 et 23 équipes. Donc voilà, de toute façon, on n'atteindra pas 200 coureurs au départ du Tour Poitou-Charentes, mais s'il y a un plateau avec ne serait-ce que 140 à 150 coureurs, c'est déjà magnifique. C'est déjà magnifique. En moyenne, sur les courses professionnelles, on arrive à avoir 130, 140 coureurs. Est-ce que tu te rappelles de tes premières prises au micro devant le public en tant que speaker? Alors franchement, je te rassure, il y a des dates qu'on n'oublie pas. Et alors il y a des dates qu'on n'oublie pas, ça c'est sûr. Et j'ai un calepin où je note toutes les courses que j'ai commentées. Donc quand on me demande mais comment tu sais que tu as commenté, là je vais dire un chiffre vraiment aléatoire parce que je l'ai compté il y a pas longtemps, mais j'ai plus le chiffre en tête. Je crois que je suis à 306. 306 courses depuis le début de ma carrière. 306 courses et événements cyclistes, hein, bien sûr. Ça peut être aussi des soirées de présentation d'équipe et tout ça hein, que j'ai considéré dedans. Donc du coup, 306 courses. Je vais pas dire que je me souviens de chacune d'entre elles, mais si je regarde dans mon calepin la date, le lieu de la course et le club qui l'a organisé, parce que ça me tient toujours à cœur de remercier tous les organisateurs, je pense que je suis capable de sortir une anecdote sur chacune des courses. Et la toute première que j'ai commentée, c'est le 28 mai 2011, une date que je n'oublierai pas parce que le 28 mai, c'est le jour d'anniversaire de ma grand-mère. Et c'est le jour où j'ai pour la première fois pris le micro, c'était à Veigné. Donc Veigné, c'est la banlieue de Tours, sur une course minime cadet. Il y avait une course cadet avec un contre-la-montre individuel le matin et une course en ligne l'après-midi. Et les minimes tournaient sur le circuit du contre-la-montre du matin pendant que les cadets faisaient la grande boucle en ligne en attendant de revenir. Et on avait, ça m'a toujours marqué parce que sur la course cadet, on arrivait à avoir des équipes d'Île-de-France. Il y avait notamment le Team 94 Villeneuvoise qui venait là. Et ça va faire plaisir aussi à mon ami président de l'US Métro Transport, Rémi Turgis, le papa de la fratrie, Anthony, Tanguy et Jimmy, les trois frères. Un chez Total Direct Energy, l'autre qui a été chez Vital Concept BNB Hotel, et puis le troisième qui était rendu, pareil, je crois bien les deux chez Vital Concept BNB Hotel. Bon, les trois qui malheureusement il y en a plus qu'un dans le peloton puisque deux ont dû stopper leur carrière à cause de soucis de santé. Mais bon, Rémi Turgis, président de l'US Métro Transport, eh bien ce jour-là, je m'en souviendrai toujours, avait ses coureurs cadets qui avaient fait le déplacement. Rémi, lui, avait pas fait le déplacement, mais il avait envoyé son adjoint qui avait accompagné les cadets. Et manque de bol, c'est un coureur de l'US Métro Transport qui gagne la course cadet l'après-midi. Donc tu vois le souvenir qui revient 9 ans, plus de 9 ans après. Et c'était la toute première course. Il faisait très très chaud ce jour-là. On avait eu un cagnard terrible. Pourtant pour une fin de mois de mai, c'était plutôt une surprise. Mais oui, je me souviens très bien de la toute première fois où j'ai pris le micro. J'étais bien stressé le matin avant le contre-la-montre. Alors ça paraît peut-être pas, mais il y a toujours de l'adrénaline, voilà, de l'appréhension, de l'adrénaline avant de prendre le micro. Et on m'a toujours dit, Rémi, si tu as cette adrénaline avant de prendre le micro, c'est que tu es capable d'être bon. Alors j'ai dit, écoutez, il y a que vous qui pouvez me le dire, parce que j'estime qu'il faut savoir se remettre en question. Je suis pas forcément meilleur qu'un autre. Il y a pas mal de speakers en France. Donc voilà, après je prends les courses les unes après les autres et je prends le plaisir surtout à commenter. Si on me fait confiance, moi ça me fait plaisir. Donc après pouvoir découvrir cette année au micro le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine après l'avoir connu plusieurs années en tant que spectateur, c'est une grande joie. Je me pince encore pour y croire, mais franchement je remercierai jamais assez Alain Clouet qui me fait confiance. Qui m'a vu à l'œuvre, puisque Nicolas Roujon, son bras droit, m'avait demandé l'année dernière de venir commenter la Vienne classique. Et Daniel Manjas m'avait rappelé l'année dernière dans le courant de l'année, il m'a dit Rémi, tu les as tellement épatés à la Vienne classique, ça va pas en rester là. J'ai dit Daniel, c'est l'organisateur qui décide, donc on verra bien. Et cette année, Hervé Manjas pouvant pas être là puisqu'il sera sur le Tour de France, bien du coup, voilà, on me demande de le remplacer au pied levé et évidemment c'est un immense plaisir. Donc c'est ce que je me dis. Il n'y en aura peut-être pas d'autres, mais il y aura eu celui-là.
et le plaisir sera là. Et est-ce que Rémi, pour la coupure de la vidéo, et encore une fois, on s'excuse, hein, vraiment très sincèrement. Je te rassure, les aléas du direct, ça arrive. Donc, moi, je tiens le téléphone. Désolé si je suis flou par moment, mais je tiens le téléphone. C'est pas évident parce que je le mets à charger en même temps et du coup. Il n'y a vraiment aucun souci. Et encore une fois, merci d'être présent pour ce live. Est-ce que tu peux nous rappeler, comme en début d'émission, en début de live, ton parcours pour les personnes qui arrivent à l'instant? Ah, pour ceux qui nous rejoignent, voilà donc comment je suis arrivé au micro. Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Rémi Fillon, speaker de course cycliste depuis 10 ans maintenant. J'ai commencé en 2011, donc c'est ma 10e saison. Voilà pourquoi je dis 10 ans, j'arrondis. Ceux qui, il y en a peut-être qui vont se dire mais celui-là on l'a déjà vu. Eh bien sur les routes de la Vienne, oui. Pour ceux de la région Poitou-Charentes, enfin Nouvelle-Aquitaine maintenant, puisque c'est moi qui était au micro sur les championnats de France de l'avenir en 2016 à Civaux. J'ai commenté depuis le Trophée des Champions, épreuve élite amateur, mais également les manches du Challenge d'Or. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la Vienne Classique l'année dernière, première manche de la Coupe de France des équipes nationales 3, donc qui a lieu au mois de mars et organisée par Vienne Sport Organisation, présidée par Nicolas Roujon, mais soutenue par Poitou-Charentes Animation, qui organise le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, dont on parle depuis le début de ce live. Donc moi j'ai 30 ans, ça fait 10 ans de micro, mais ça fait plus de 22 ans de passion. Comment je suis arrivé dans le vélo? Tout simplement, mon grand-père a fait de la compétition cycliste dans les années 60. Il a transmis le virus à mon papa, qui lui a fait du vélo à la fin des années 80, dans les années 90, et qui est devenu champion de France de VTT en e-sport en 2012. Sur les premières années où moi je suis arrivé au micro, puisque tout simplement moi la compétition ça m'a jamais attiré. J'ai fait beaucoup de vélo étant jeune, je faisais pas mal de kilomètres, mais vraiment pour mon plaisir. La compétition c'était pas mon truc. Je suis pas très à l'aise dans un peloton. Je l'ai fait en suivant le club à l'entraînement et tout ça, mais c'était vraiment pas mon truc. Et j'ai dit par contre j'apporterai ma pierre à l'édifice et j'essaye de l'amener du mieux possible en tout cas. Et si ça marche, tant mieux. Si ça plaît aux gens, tant mieux aussi. Donc voilà. Et ça fait 10 ans maintenant. Je vais pas dire quand est-ce que ça va s'arrêter. Je pense que ça sera pas tout de suite. En tout cas, tant que ça marche, ça sera pas tout de suite. Mais voilà, c'est le plaisir est toujours là. Donc tant que le plaisir sera là, je continuerai. Le jour où le plaisir commence à me quitter, là, je commencerai à me poser des questions. Objectif Rémi, le Tour de France au micro l'année prochaine? Alors, t'es pas le premier à me poser cette question. Je coupe court tout de suite à cette idée. Tout simplement parce que le Tour de France reste la plus grande épreuve cycliste internationale. C'est vrai, sur le plan médiatique, sur le plan organisation aussi. Moi, je peux pas me permettre de faire le Tour de France, quand bien même on me le proposerait. Tout simplement parce que le Tour de France, c'est 3 semaines. Au mois de juillet habituellement, exceptionnellement cette année au mois de septembre. Mais c'est au mois de juillet, ça impose de poser 4 semaines de congé pour pouvoir le faire. J'ai désormais 2 enfants que j'ai envie de voir grandir. Donc non, du coup, je prends le plaisir sur toutes les autres courses sans aucun problème. Le Tour de France, je le regarde à la télé. Il m'arrive de faire ponctuellement quelques étapes, comme c'était le cas depuis 5 ans avec le Gaulois, qui est la volaille officielle de l'épreuve. Et j'arrive à suivre quelques étapes avec eux. Alors pas au sein de la caravane, hein. Je suis pas en déplacement sur le parcours. Non, la marque installe un village éleveur, c'est-à-dire que sur une parcelle d'un éleveur de la marque, évidemment à proximité du parcours, c'est-à-dire que la route juxtapose la parcelle. Et bien en fait, on arrive le matin, il y a rien. Et on installe tout, c'est-à-dire on installe des barbecues, on installe des barnums, on installe un camion animation, on installe un écran géant. Et pour les invités de la marque, ça peut aller jusqu'à 700 personnes que j'ai connues sur certains villages. Eh bien, Jean-Pierre Danguillaume est avec moi. Jean-Pierre Danguillaume, c'est une figure du cyclisme des années 70. Il a quand même été 7 fois vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France, Jean-Pierre. Il était le capitaine de route, de Bernard Thévenet dans la grande équipe Peugeot, quand Bernard Thévenet remportait ses 2 Tours de France en 75 et en 77. Et puis Jean-Pierre Danguillaume, c'est une 3e place aussi sur un championnat du monde. Donc ça commence quand même à parler. Et Jean-Pierre Danguillaume, du coup, nous raconte les anecdotes de course de l'époque. Et moi, par contre, je suis là sur le village pour animer la course qui est diffusée sur l'écran géant pour les éleveurs. Et je prends énormément de plaisir à faire ça. Il y a la proximité avec le public. Et je suis un peu comme Daniel Manjas. J'adore le contact avec les gens. J'aime les gens. Et du coup, je pense que ça, le public le ressent aussi.
Et Exactement, du ça se coup, voit. c'est pour ça qu'après, je reçois bon nombre de messages sympathiques. Ça me touche, hein, évidemment, ça me va droit au cœur. C'est ce qui me donne aussi l'envie de continuer. C'est le partage, c'est la passion commune et voilà. Donc le Tour de France, non, je coupe court à l'idée tout simplement parce que je peux pas me permettre de poser 4 semaines de congé. J'ai un boulot à côté. Bah, Je le cache pas. justement, Je suis très bien là où je suis. on va y venir. Comptable chez Air Liquide et j'ai besoin de cet équilibre-là, donc je pourrais pas me permettre de partir comme certains ont décidé de le faire. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues speakers, notamment ceux qui ont décidé voilà de créer leur propre société et de se lancer pour faire ça à temps plein. Moi, je pourrais pas me permettre, donc je pourrais pas me permettre tout simplement. Peut-être que j'y trouverai pas mon équilibre et j'ai le souvenir d'une année 2017 où j'ai fait 61 animations sur l'année. C'était essentiellement des week-ends et ça fait beaucoup. Et Certains diront, bah moi j'en fais 300 dans l'année, voilà. J'ai du respect pour ceux qui en font autant, mais moi 61 courses sur l'année, j'ai fini l'année sur les rotules à être en déplacement tous les week-ends et avec le boulot à côté. Donc non, le plaisir avant tout et peu importe l'épreuve, je prends énormément de plaisir sur toutes les épreuves. Mais là, avec une épreuve professionnelle par étape, ça va être ma grande première. J'ai qu'une hâte, c'est d'y être. petite dernière question, Rémi, est-ce que toi tu crois, enfin, est-ce que tu as peur par rapport au virus en Nouvelle-Aquitaine? Est-ce que toi tu as peur pour le Tour? Euh, alors la question est très bien posée. On sent le journaliste là. On sent le journaliste après. Non mais tu as tout à fait raison, Mallory, de poser cette question. Je pense que la meilleure réponse à apporter, c'est la réponse du sport. Alors, je préfère être clair. Je le vois dans le vélo avec les articles qui sont diffusés et puis les informations qui émanent de nos instances, qu'elles soient nationales ou internationales. Il y a de toute façon, pour les organisateurs, je pense que dans la plupart des sports, ça va être le même cas. Le basket risque d'être touché de toute façon de la même façon. Il va y avoir un protocole sanitaire à mettre en place. Voilà pourquoi je m'attends à un Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine qui ne ressemblera pas au Tour Poitou-Charentes que j'ai connu les années précédentes. C'est malheureux à dire pour le public, mais il va falloir respecter cela cette année. La proximité avec les coureurs ne sera pas la même. Les coureurs, vous allez les voir, mais les coureurs, vous ne pourrez pas les approcher. Et c'est logique, il y a des gestes barrières à Oui. appliquer. C'est dur, c'est dur à dire, c'est dur d'entendre ça parce que on est sur un sport qui est très populaire, on est sur un sport qui est historique, qui est populaire, qui a ses racines dans les régions et qui doit conserver cela d'ailleurs. Mais malheureusement, cette année, c'est une année particulière. Je pense qu'il va falloir se contenter de voir du sport. Et je pense que déjà, ça va nous faire du bien. Il faut se dire que ça fait du bien. On est dehors. On est derrière une barrière, certes. On nous impose peut-être le port du masque, certes. On nous impose d'être à 2 mètres de notre voisin, certes. Mais en attendant, on voit du sport et on est Oui, dehors. Et ça, on le partage. Je pense que les gens vont devoir avoir ça en tête et dans tous les sports. Comme je le disais en début de l'interview, je suis passionné de sport en général. Je le voyais encore ce week-end. J'adore regarder la Formule 1. Je le cache pas. J'adore les sports mécaniques. Et je regardais la Formule 1. Il n'y a pas de public sur les grands prix. Ça fait bizarre. En Des grands Angleterre prix aussi sans pour le public. football, hein. Les footballeurs, ça va être pareil. Les basketteurs en salle, les handballeurs, les volleyeurs, ça risque d'être pareil. Ça va faire mal au cœur, certes. Mais je pense que si on veut que le sport puisse repartir et que économiquement ça relance aussi la dynamique du pays, parce que c'est ça aussi le sport, ça a une volonté économique, il va falloir passer par là. Alors certes, ça fait mal, mais je pense que dans le cyclisme, on va être un petit peu moins touché parce qu'on n'empêchera pas le public de se déplacer. On empêchera juste le public d'accéder à certaines zones, et notamment les bus d'équipe. Je sais que d'habitude, les gens viennent voir les coureurs en bas des bus, on essaye de récupérer le bidon, la paire de gants, La la photo. musette, la musette. Alors le maillot peut-être pas, mais voilà Non, non, le bidon et tout faire ça. une photo. Là, Faire une là photo. oui, ou de faire des photos ou des interviews. Alors, ça va être possible de le faire, mais il va falloir respecter la distance. Les coureurs jouent le jeu. J'ai vu des amis là qui étaient dans les Alpes et qui ont croisé, mais vraiment par hasard, et qui ont eu du bol, ils sont tombés sur l'équipe Jumbo-Visma, avec Wout van Aert, avec Steven Kruijswijk, qui a quand même été sur le podium d'un Tour de France, Steven Kruijswijk, donc attention. Et ben franchement, ils ont fait le selfie à distance du coureur. Alors certes, le selfie fait bizarre, mais comme quoi, on peut jouer le jeu. Alors du coup, je me dis que sur le Tour Poitou-Charentes, si les gens jouent le jeu, eh bien, il n'y a que comme ça que le cyclisme pourra repartir. Et voilà, alors faut pas s'attendre à récupérer des bidons. Je pense, on est fin août, ils auront eu qu'un mois de compétition.
les compétitions sont poussées jusqu'à fin octobre, cette année exceptionnellement, avec le calendrier. Je pense que les bidons, les coureurs vont peut-être pas les laisser aussi facilement. Mais l'essentiel, c'est de revoir du vélo. Et je pense que ça, le public, comme nous tous, on en a grandement besoin. Donc pour finir cette petite interview en live, Rémi, un petit scoop à nous dire pour conclure. Un petit scoop, franchement. Présence d'Arnaud Démare sûr alors, la participation d'Arnaud Démare, elle est confirmée. Il l'avait annoncé hein, de toute façon, alors sauf modification de programme de dernière minute. Mais je ne vois pas Arnaud Démare ne pas prendre le départ de ce Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, qui lui tient à cœur. Il était un peu déçu l'année dernière de ne pas pouvoir revenir. Là, il peut. Alors, je pense qu'il va revenir. Petit scoop. Si tu veux, le gros scoop, c'est que Rémi Fillon, de toute façon, sera encore speaker en 2021. Après, après la crise, voilà, ça continue. Mais après, bon, pour parler d'Arnaud Démare, j'ai une petite anecdote. Je pense qu'Arnaud, ça lui tient à cœur, particulièrement cette année, de revenir sur le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, parce que ça ne va pas échapper aux gens de la Nouvelle-Aquitaine, mais surtout aux gens de la Vienne et encore plus aux gens du parc du Futuroscope. Donc ça, j'en parlerai le samedi, évidemment, toute l'après-midi. C'est que Arnaud Démare, son premier titre de champion de France de cyclisme sur route, il l'a obtenu en 2014 au parc du Futuroscope. J'y étais et j'en garde un excellent souvenir parce que du coup, au moment de la cérémonie protocolaire, on pourra plus faire ça cette année. Covid oblige. Mais à l'époque, on pouvait encore le faire. Le public peut accéder devant le podium. Les organisateurs finissent par ouvrir un peu les barrières et le public peut venir devant le podium derrière les photographes pour pas les déranger. Et j'étais juste derrière les photographes et pendant la Marseillaise du coup d'Arnaud Démare, alors toute l'émotion, Arnaud qui reçoit ce maillot bleu-blanc-rouge, Nasser Boigny à ses côtés, son coéquipier, qui tire un peu la tronche parce qu'il avait été champion de France, il aurait voulu regagner le titre et malheureusement il le gagne pas. Et puis Kevin Reza, un peu l'invité surprise du podium, qui s'attendait pas à cette médaille de bronze, le coureur d'Europe-Car à l'époque, le Guadeloupéen, mais qui a réussi cette formidable surprise du coup d'aller chercher cette médaille. Donc je suis devant le podium et j'avais mon papa à côté et je dis à mon papa tout simplement, je suis tellement content qu'Arnaud il la gagne. C'est vrai que même si j'apprécie énormément tous les coureurs, je l'avoue, hein, un tout petit plus pour l'équipe FDJ parce que depuis que l'équipe a été créée en 1997, j'adore la ligne de conduite menée par Marc Madiot et la possibilité offerte aux jeunes. Marc Madiot est très tourné vers la jeunesse, donc j'ai énormément de respect pour Marc Madiot qui fait partie, quand j'ai commencé à regarder le vélo dans les années 90, lui il était sur sa fin de carrière, mais je regardais les exploits de Marc Madiot, notamment en cyclocross, et voilà, donc je dis ça à papa. Et je vois un monsieur à ma droite qui se retourne. Et c'était Arnaud Démare. Je fais tout de suite le rapprochement avec celui qui est en bleu, blanc, rouge sur le podium. C'est-à-dire que à ma droite, j'ai le papa d'Arnaud Démare qui me salue et qui me dit merci jeune homme de reconnaître la victoire d'Arnaud. Alors si j'ai l'occasion de voir encore le papa d'Arnaud sur une course, bah, ça sera avec un immense plaisir parce que de toute façon, on peut pas le louper. Père-fils, tu les mets côte à côte, tu as l'impression d'avoir des jumeaux. Donc, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et franchement, non, très, très, très gentil. Donc, je pense qu'Arnaud Démare, ça lui tient à cœur de venir sur le Tour Poitou-Charentes cette année. Merci beaucoup. Futuroscope. Et puis, j'en profite parce que je sais qu'il va vouloir couper dans pas longtemps. J'oublie pas non plus, j'avais dit que j'en parlerais, le contre-la-montre du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Faire également voilà de support à la première manche de la Coupe de France Cofidis Handisport. Donc c'est-à-dire qu'à partir de 13h le samedi après-midi, Daniel Manjas ira manger. Bibi, que vous avez là à l'image, va s'en occuper. C'est-à-dire que ça me fait un immense plaisir effectivement de commenter cette première manche de la Coupe de France Handisport route Cofidis avec Pascal Debien qui est la cheville ouvrière de l'organisation de cet événement sur la partie handisport, qui avait demandé à Alain Clouet si c'était possible que des athlètes handisport fassent l'ouverture. Ça s'était fait l'année dernière. Pascal m'avait appelé pour commenter l'événement et malheureusement je pouvais pas parce que aux dates habituelles, eh bien le Tour Poitou-Charentes tombe en semaine. D'habitude c'est du mardi au vendredi et là exceptionnellement c'est du jeudi au dimanche. Donc moi, ça me permet le samedi cette fois-ci d'être là. J'avais prévu de toute façon de venir le voir et Pascal a soumis l'idée à Alain. Bah écoute, j'aimerais bien que Rémi commente les arrivées des athlètes handisport. Alors comment ça s'est fait?
C'est vrai que le milieu handisport, je le connais très bien pour l'avoir côtoyé pendant 4 ans. J'ai été élu au comité d'Indre-et-Loire handisport et élu également au comité région Centre-Val de Loire handisport parce que mon papa a fait du VTT handisport au point de devenir champion de France de la discipline dans sa catégorie de handicap. C'est la surdité, c'est le handicap peut-être le plus léger, comme on dit, le plus difficile à déceler aussi, mais c'est un handicap qui est présent. Et donc je vais avoir la chance cette fois-ci de commenter une épreuve handisport. Ça me tient à cœur. On avait eu déjà en 2018 une Coupe de France, 2017 pardon, une Coupe de France route handisport à Châtellerault, et en 2018 les championnats de France que j'avais commenté également. C'est toujours un plaisir de revoir ces athlètes. Et je n'ai pas peur de prononcer ce mot athlète quand je parle des handisports, parce que quand on les regarde, moi en tout cas, quand je commente leurs courses, je ne fais pas de différence entre un cycliste professionnel valide et un athlète handisport. Quand il est sur sa machine, l'athlète handisport, il n'y a plus de handicap. Je saurais expliquer évidemment ce qu'est un handbike par rapport à un tandem, par rapport à un cycliste qui est en solo ou par rapport à un tricycle, mais quand je vois l'athlète franchir la ligne, pour moi, il n'y a que l'athlète, le club et son palmarès. Donc, je voue énormément de respect à tous ces athlètes et je vous invite, franchement, très nombreux, le samedi après-midi, de 13h à 14h40, les arrivées. Alors, 13h, ça sera le premier départ. Donc, on va considérer 13h40, 14h40 pour l'arrivée au niveau de Jaunet-Marigny pour suivre l'arrivée des handisports. Je pense que vous allez en prendre plein la vue. Comme je le dis à chaque fois, c'est une claque d'humilité que nous envoient dans la tronche ces athlètes. Parce que je ne serais pas surpris que pour les meilleurs d'entre eux, bien qu'ils aient un bras ou une jambe en moins, ou que pour ceux qui sont en handbike, à la force des bras, les meilleurs sur les vélos classiques sont capables de réaliser des moyennes qui avoisinent les 44-45 km/h. Même moi, je suis pas capable de le faire. Et en handbike, à la force des bras, les athlètes n'ont pas l'utilisation de leurs jambes parce qu'ils sont souvent paralysés de ces muscles-là. À la force des bras, ils sont capables de rouler à 37 de moyenne. Moi, je vois ça, je suis bouche bée. Donc voilà, je vous invite franchement à suivre cela et puis ça sera avec un immense plaisir que je vous accueillerai sur les lignes d'arrivée des 3e, 4e, au départ de la 5e étape et alors au départ aussi de la 4e étape puisque quand j'ai fini l'arrivée des handisports, moi je file au départ présenter les coureurs professionnels cette fois-ci pour le contre-la-montre. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouverai cette fois-ci à Chasseneuil-du-Poitou. Et puis le dimanche, j'accompagne l'immense voix du cyclisme venu tout droit de la région Normandie, l'homme qui a 41 Tours de France à son compteur entre 1974 et 2014, l'homme qui a je ne sais combien de courses cyclistes à son actif. Je pense que si moi j'en suis à 300, lui on peut au moins multiplier par 10. Donc, oui, c'est impressionnant le nombre de courses fait par Daniel. Je pense que 300, lui, c'est le nombre de jours dans l'année dans lequel il n'est pas chez lui. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pour dire. Hein. Daniel est toujours en voyage, sa valise est toujours prête, c'est ce qu'il vous dira. Donc voilà, non, c'est avec un immense plaisir évidemment de partager le micro avec Daniel. Donc le dimanche à Tenzé au départ dans les Deux-Sèvres et puis à Poitiers bien sûr pour le final, le grand final du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Le dimanche sans doute. Donc vous l'avez compris, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Rémi Fillon sera bien le speaker. On va dire avec Daniel de cette édition 2020 du Tour Poitou-Charentes Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, Rémi, merci énormément d'avoir accepté l'invitation pour cette. Merci. Merci à toi, Valérie. Nos excuses pour cette coupure en début d'émission. En tout cas, j'espère que tu as pris plaisir à répondre à nos différentes questions. J'ai envie de te dire, comme j'ai tendance à dire, la meilleure rémunération pour un speaker, c'est le sourire sur le visage des gens après l'arrivée. Donc, tu vois mon sourire sur le visage. Voilà. Tu comprends le plaisir partagé avec vous sur ce live aujourd'hui. Donc, merci encore à toi, Mallory, pour l'invitation. Et puis, je vous donne rendez-vous les 29 et 30 août sur les routes de la Vienne pour suivre, évidemment, le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Et on remercie évidemment donc Rémi, toi, Rémi, Daniel et également toute l'organisation de la direction du Tour Poitou-Charentes pour faire ce petit partenariat avec 5x5. On vous le dit également avec toi, Rémi, vous aurez également une prochaine interview live avec une nouvelle personne, peut-être une photographe, peut-être un coureur, peut-être un animateur. En tout cas, restez connectés sur 5x5. Rémi, toi, tu auras les informations évidemment en premier. Reste connecté. En tout cas, merci pour l'invitation. Enfin, en tout cas, merci pour avoir accepté l'invitation. Très bonne fin de journée.
une bonne suite de compétition par rapport à toi, bon courage en tant que papa également avec Merci. Bah, écoute, pour la reprise, voilà, pour information, bah tu vois, je fais comme les coureurs professionnels, je reprends le 1er août avec un critérium en semi-nocturne à Tours le 1er août. Donc voilà, je fais comme les coureurs pros, je reprends le samedi 1er août, donc dans 10 jours. Donc on croise les doigts pour que tout se passe bien jusqu'à fin août, évidemment. Voilà, donc en tout cas, Rémi, merci à toi pour ta sympathie, pour ta gentillesse et également bravo pour son parcours. Très bonne fin de journée à toi. Et puis on se voit en tout cas pour le tour Poitou-Charentes à Poitiers. Tout à fait, merci à toi. Allez, à bientôt. Merci Valérie. Voilà, donc en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. En tout cas, une nouvelle fois, toutes nos excuses par rapport à cette coupure en début de retransmission. Vous l'avez entendu, vous l'avez suivi, ce live avec Rémi Fillon, speaker officiel du Tour Poitou-Charentes, du Tour Nouvelle-Aquitaine 2020. Cette interview sera à retrouver très très prochainement en direct sur la page Instagram. Et évidemment, vous l'avez peut-être entendu, à suivre prochainement une nouvelle invitée, une nouvelle invitée qui nous parlera de son parcours, une personnalité qui est dans l'ombre, qui travaille dans l'ombre pour le Tour Poitou-Charentes, qui prend sur des photos, qui fait des vidéos, qui fait des montages, ou bien peut-être un coureur cycliste, ou bien également un animateur. On verra, affaire à suivre très prochainement sur les réseaux sociaux de 5 by 5. Merci à vous de votre fidélité. À la prochaine. Restez connectés et surtout, prenez soin de vous.